Alors, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que tout ce que je vais vous raconter ce soir est le fruit d'un travail avec Laurence de Finance, directrice du Musée des Monuments Français, dont la modestie fait qu'elle n'a pas souhaité que nous fassions cette présentation en duo. Je l'aurais bien aimé, je l'aurais préféré. Mais en tout cas, tout ce que vous trouverez intéressant dans cette communication lui revient et j'assume le reste. Et je voudrais dire aussi que c'est un grand plaisir de travailler avec Laurence. On a réussi à collaborer sans se fâcher pendant quelques années. On va essayer de faire en sorte que ça continue. L'autre crédit, c'est pour l'iconographie. La plupart des photos que je vais vous présenter ont été collectées par notre éditrice iconographe, Cécile Niesseron, qui n'est pas là ce soir, mais à laquelle je rends hommage à notre nom, à tous deux, à Laurence et à moi. Donc, comme je le dis dans le propos de présentation de cette conférence, la question de l'ornement, si on l'envisage sur la longue durée, c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, parce que c'est l'ampleur chronologique qui est fixée par cette collection des vocabulaires, cette histoire est d'une richesse et d'une complexité qui a été jusqu'à nos jours un petit peu occultée. Et Mireille évoquait à l'instant les recherches qui se développent. Je dirais peut-être pas tant depuis une vingtaine d'années, plutôt depuis une dizaine d'années, et surtout ces 5 dernières années, c'est très net. Plusieurs jeunes chercheurs se sont investis dans cette recherche sur la question de l'ornement. Alors, soit par le biais des styles, soit par le biais d'une approche plus historique. Et ce qui caractérise la collection des vocabulaires de l'inventaire, c'est une approche morphologique des sujets, et vous allez voir que vous allez retrouver cette approche dans la présentation que je vais vous proposer ce soir. L'ornement a été, je pense que ça a été déjà évoqué par les précédents orateurs qui ont évoqué cette question de l'ornement, a été victime d'un débat extrêmement stérile qui a opposé l'artiste, c'est-à-dire l'invention et l'artisan, c'est-à-dire la routine pour caricaturer. L'ornement aujourd'hui est de nouveau sollicité par les créateurs, ça c'est un fait, et échappe enfin, en tout cas on peut l'espérer, à l'opprobre des esthètes dits éclairés. Donc c'est un nouveau sujet d'étude, c'est une nouvelle source d'inspiration, un domaine qui a été réinvesti par les artistes, par les artisans, et qui... y compris d'ailleurs dans ses dimensions les plus paradoxales, et donc il retrouve sa juste place dans l'histoire de l'art. Alors l'ornement puise sa source à la fois dans la nature et dans l'art, et lorsque nous sommes posés avec Laurence de Finance la question de savoir comment organiser cette matière qui est infinie, c'est vraiment le domaine de la totale liberté que celui de l'ornement, chaque génération apportant de nouvelles variantes, inventant de nouveaux motifs, ça n'a pas été si facile, et je pense que nous sommes arrivés à un résultat cohérent en adoptant le parti de la source, c'est-à-dire de l'origine de l'ornement, avec toujours cette approche morphologique. D'un côté, la nature, de l'autre côté, l'art, avec bien sûr, dans la nature, tous les ornements qui relèvent de la botanique, les ornements qui relèvent de l'imitation des animaux, de l'imitation de l'homme, et les différentes espèces de monstres que l'on peut imaginer à partir de ces différents éléments, aussi des éléments constitutifs de l'univers, comme le soleil, la lune, les étoiles. Donc toute cette nature qui, depuis la nuit des temps, bien sûr, a inspiré les artistes et les ornementistes. Et puis de l'autre côté, l'art, puisque aussi bien l'écriture que la géométrie, que bien entendu l'architecture, mais aussi les objets,
ont inspiré des figures ornementales, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers cette conférence. Donc tous ces ornements qui puisent à la fois dans la nature et dans l'art, dans les règnes végétal et animal, tout ce répertoire ornemental fut appliqué pendant plusieurs siècles à l'ensemble de la production matérielle, et nous nous sommes attachés, aujourd'hui j'axerai plus la communication sur l'architecture, mais nous avons évidemment travaillé aussi sur les objets. Donc l'ornement, quel que soit le type d'objet auquel il s'applique, et quelle que soit aussi la technique qui permet de le produire, et Dieu sait si ces techniques sont extrêmement diverses en fonction des matériaux qui sont utilisés. Et la technique, d'ailleurs, est parfois productrice elle-même de certains décors, de certains types d'ornements, et nous avons consacré dans cet ouvrage toute une partie à ces ornements issus de la technique. Alors cette diversité de l'ornement est bouillonnante, mais elle est contrebalancée d'une certaine manière par de surprenantes permanences, avec de nombreux motifs qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène, au prix d'ailleurs de certaines variations, de certaines mutations qui les adaptent au goût de l'époque ou aux exigences d'un nouveau support, d'un nouveau matériau, d'une nouvelle technique. Ces ornements ne sont pas nécessairement élitistes, même si très clairement, à différentes époques de l'histoire de l'art, les grandes commandes aristocratiques ou royales ont contribué à forger de nouveaux répertoires ornementaux. Mais on sait bien que l'art populaire, j'aime pas tellement cette expression, mais je n'en trouve pas d'autre, est aussi extrêmement riche en ornements qui, d'ailleurs, peuvent aussi bien être empruntés à l'art dit savant. Et donc il y a une totale porosité entre cet art populaire et cet art savant à toutes les époques. Avec une certaine prédilection peut-être dans l'art populaire pour l'ornement géométrique et pour les ornements bien sûr issus de la nature, et particulièrement de la nature environnante, de la nature la plus locale. Autre point sur lequel je voudrais insister avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est le fait que il n'y a pas, le domaine de l'ornement n'est pas réservé à une catégorie d'artistes ou d'artisans que l'on qualifierait d'ornemanistes. Là aussi, c'est un terme qui cloisonne trop la question, puisque en réalité, tous les artistes se sont à un moment ou à un autre livrés à cet exercice, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins d'appétence. Mais pour prendre une période, pour considérer une période qui est plus particulièrement la mienne, au XVIIe siècle, un architecte aussi célèbre et de premier rang tel que François Mansart ne dédaignait pas du tout d'imaginer les ornements qui allaient décorer les architectures qu'il concevait. Et tout cela dans un même geste créateur et avec une même attention aux détails qu'à l'effet d'ensemble. Donc l'ornement, c'est une œuvre qui est partagée par de très nombreux acteurs, qu'ils soient les artistes même les plus grands, les artisans les plus modestes, et ce n'est pas d'ailleurs sans ajouter encore à la complexité de son étude, puisque les sources sont elles aussi extrêmement diverses, parfois très lacunaires, notamment dans l'art populaire, et parfois peuvent rebuter un petit peu le chercheur dans leur diversité et leur abondance foisonnante. Bien sûr, les recueils d'ornements sont nombreux à certaines époques, et particulièrement à partir du XVIe siècle et jusqu'au XIXe siècle, qui est sans doute le siècle pendant lequel on a publié le plus grand nombre de recueils, avec des fortunes très, très diverses et une volonté encyclopédique affichée par de nombreux auteurs. Et nous avons essayé de faire fruit, avec Laurence de Finance, de tous ces travaux pour nourrir notre propre réflexion.
Donc nous avons dépouillé bien sûr de nombreux ouvrages anciens qui nous ont d'ailleurs beaucoup aidés lorsqu'ils proposaient eux-mêmes des définitions de certains ornements. Et il se trouve, mais ça ne vous étonnera pas, que c'est dans les traités d'architecture que ces définitions sont les plus nombreuses et les plus anciennes. À partir de la Renaissance, la plupart des traités sont suivis d'une sorte de vocabulaire, de lexique, de petit dictionnaire, qui donne des définitions extrêmement utiles aux chercheurs aujourd'hui et qui permettent d'éclairer la manière dont on appréhendait cette question du décor et de l'ornement à cette époque. Donc tout un travail de dépouillement de traités, de recueils des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, des nombreux recueils d'ornements du XIXe siècle, qui ont permis de comprendre cette fabrique de l'ornement, comment tout ce corpus a pu être élaboré et comment il a pu évoluer et être diffusé. Parce que c'est aussi une question extrêmement importante que celle de la diffusion, que l'on peut rarement bien comprendre, bien suivre avec certitude. Bien sûr, on peut émettre de nombreuses hypothèses sur la circulation des ornements, mais elle se fait tellement facilement et d'une manière tellement labile qu'il est parfois un peu risqué de se lancer à essayer de trouver des origines à telle ou telle forme ornementale. Pour ne prendre qu'un exemple, le textile a été un vecteur de diffusion des ornements extrêmement fort, notamment entre l'Orient et l'Occident, mais aussi les céramiques. Donc tous ces objets qui sont facilement transportables ont véhiculé, bien sûr, des propositions de formes ornementales. L'ornement qui a été longtemps, et en tout cas depuis l'as, puisqu'il faut prononcer ainsi, considéré comme un simple embellissement superflu, voire inutile, voire dangereux, ne l'est plus aujourd'hui. Et en fait, on en revient un petit peu à l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les artistes de la Renaissance, où on voit bien que dans la théorie architecturale, structure et ornement ne font qu'un. Et en fait, la dichotomie entre la structure, le mur, et l'ornement est réellement un legs du mouvement moderne en architecture au début du XXe siècle. Nous avons aussi tenté de nous extraire des questions stylistiques, même si elles apparaissent très fortement dans les commentaires que nous proposons à chacune des définitions que nous avons rédigées, puisque l'ornement n'est pas totalement assujetti au style, il a sa vie propre, j'ai tenté de l'évoquer à l'instant, même s'il s'inscrit bien dans une culture avec ses références artistiques, avec ses références littéraires, politiques, économiques, géographiques, qui permettent de mieux le comprendre. Alors, la définition de l'ornement, le but du jeu, quand on rédige un dictionnaire, c'est évidemment d'être le plus concis possible. Donc plus la définition est courte, plus elle nous satisfait. Et un élément décoratif qui peut relever de toute technique destinée à l'embellissement, à la mise en valeur d'un objet ou d'une architecture auquel il est subordonné. L'ornement souligne les formes, accentue certains éléments, lie les différentes parties. Sa présence renforce le caractère de l'objet auquel il s'applique. Il est inspiré par la nature ou par l'art, résulte d'une imitation, d'une stylisation ou d'une hybridation. Donc ça, c'est pour nous le socle de notre travail. Nous sommes partis de cette définition. Dans le domaine de l'architecture, l'ornement, le décor est extrêmement divers, se rattache à ces différentes catégories, sources d'inspiration que j'ai évoquées, nature, art, se concentre particulièrement aux différentes époques autour des ouvertures, autour des accès. Et je trouvais que cette planche de Davillers illustrait bien cette question, de même qu'ici ce détail d'un magnifique entablement et fronton du jubé de Saint-Étienne-du-Mont. L'ornement
finalement, intéresse aux différentes époques l'ensemble de la construction, aussi bien le sol, comme l'illustre cette planche de Davillers, ou ces très beaux vestiges conservés au château-musée de Saumur de sols de terre cuite en écaille du XVe siècle, terre cuite polychrome. Bien sûr, les parties hautes, les plafonds, les voûtes. Ici, vous aurez reconnu l'œuvre de Soufflot à l'Hôtel-Dieu de Lyon, ou plus modestement, les plafonds à poutres et solives, ici dans une variante du XIXe siècle. Et bien sûr, les murs. Si l'on considère les différentes sources de l'ornement, en commençant par la nature et en commençant par ce qu'elle a de plus vaste, c'est-à-dire ce que nous avons appelé avec Laurence de Finance l'univers, la voûte céleste est source de décor. Et il y a eu, à presque toutes les époques, association entre l'idée de la voûte construite, la voûte appareillée, et la voûte céleste, celle qui inspire tant de poètes et qui nous fait nous poser des abîmes de questions sans réponse. Et cet exemple ici à Ravenne montre bien comment ce rapprochement entre les deux voûtes, la voûte architecturale et la voûte céleste, est producteur de décors particulièrement sollicités, bien sûr, dans le domaine de l'architecture religieuse, particulièrement au Moyen-Âge, et puis de nouveau, bien sûr, dans les grands décors religieux du XIXe siècle. Donc, vous avez reconnu le mausolée de Galla Placidia à Ravenne. Les éléments de l'univers, comme les rayons du soleil, les nuages, ont inspiré, par exemple, ce type d'ornement qui est fréquent dans l'art dit baroque, dans l'art du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui est dans l'art religieux, qui est une gloire, qui est ce motif rayonnant composé d'une nuée transpercée de rayons, et qui est bien sûr un élément privilégié non seulement de l'architecture, mais peut-être encore plus du mobilier et des objets religieux de ces époques, et dont la plus célèbre est celle de la chaire de Saint-Pierre de Rome, dessinée par Le Bernin. Le végétal est présent à toutes les époques, et particulièrement la feuille d'acanthe que nous rapprochons d'une manière un petit peu trop systématique aujourd'hui de l'architecture antique et donc de l'architecture classique, mais qui est déjà très sollicitée par les sculpteurs, les ornemanistes du Moyen-Âge. Ici, par exemple, cette très belle feuille d'acanthe épineuse qui date, je crois, de la fin du XVe, début du XVIe siècle, qui se trouve à la cathédrale de Troyes, dans la tribune d'orgue, avec une infinité de variantes dans le dessin de cette feuille, dont les différentes sinuosités et les découpures, bien sûr, inspirent les artistes. C'est une feuille dont le limbe est extrêmement découpé et dont on a toujours distingué deux variétés selon que ce limbe est plus ou moins découpé. D'un côté, l'acanthe molle, avec des feuilles larges, lisses, qui présentent des segments polylobés, et qui portent parfois d'ailleurs une sorte d'épi et d'efflorescence. Et puis l'acanthe dite épineuse, c'est une distinction d'ailleurs qui est reprise de l'ouvrage de Vitruve, du traité de Vitruve, dont vous avez ici un exemple, cette acanthe épineuse avec des feuilles plus largement découpées par des sinus et dont chaque segment forme une sorte d'angle aigu armé d'un piquant. Donc avec un effet très différent entre l'une et l'autre. Alors, depuis l'Antiquité, de toutes les feuilles découpées, c'est sans aucun doute la plus utilisée pour le décor, aussi bien de l'architecture que des objets, particulièrement pour la corbeille des chapiteaux, et plus particulièrement encore, bien sûr, pour les ordres corinthiens et composites.
Et lorsqu'elle est très stylisée, ce qui arrive assez souvent, cette feuille d'acanthe est parfois très difficile à différencier d'autres feuilles au limbe découpées, comme par exemple la feuille de persil, qui est assez fréquente dans l'art gothique, la feuille d'armoise ou même les bractées de la feuille d'artichaut. Le dessin de cette acanthe a intéressé les architectes de la Renaissance et du XVIIe siècle, les théoriciens qui ont proposé à l'aide de planches des modèles pour guider la main des artistes. Donc là, ici, on a une acanthe molle. Vous voyez, le contraste est assez fort avec celle que nous avons vue précédemment. Ici, une très belle gravure de Philibert Delorme dans le premier tome de l'architecture, ou encore ici, une planche extraite du traité de Jean Goujon, qui présente non seulement un profil de feuille d'acanthe, que l'on voit très bien s'appliquer à une corniche sommitale d'un entablement, mais aussi de feuilles de laurier ou de feuilles d'olivier qui parfois viennent se substituer à cette acanthe. La feuille d'ache, au Moyen-Âge, parmi ces feuilles très découpées, a aussi été assez utilisée. Elle a une symbolique de victoire qui... alors, nous avons fait très attention à ne pas trop entrer dans ces questions de symbolique des formes ornementales, qui peut être un petit peu dangereuse, mais lorsque ces symboles sont bien attestés, évidemment, nous les avons signalés. Il n'est pas toujours aisé de savoir si l'artiste avait le dessein de créer un ornement vraiment parlant à l'endroit où il l'a placé. Ici, un très beau dessin de Viollet-le-Duc pour un chapiteau avec des feuilles d'eau, qui sont ces feuilles très simplifiées, qui rappellent un peu la feuille de nénuphar, qui ornent de très nombreux chapiteaux du Moyen-Âge, aussi bien de la période romane que de la période gothique, avec ici notamment des bourgeons dans la partie supérieure de la corbeille. D'ailleurs, l'architecture gothique, à ses débuts, imite de préférence les bourgeons et les feuilles naissantes, d'une sorte de premier printemps, et ensuite ce motif se perd un peu. La feuille d'ache, c'est une plante ombellifère, et c'est aussi c'est une feuille héraldique. C'est la feuille qui orne notamment la couronne des ducs et la couronne des marquis, et elle est parfois utilisée dans ce sens pour le décor. Alors, le végétal a pu inspirer évidemment des créations très différentes. J'ai apporté ici ce très bel exemple du décor du pont Alexandre III, qui, autour de 1900, a fortement contribué à l'embellissement de Paris, avec toujours ici une évocation de la flore aquatique, avec ces très beaux roseaux lumineux. Et la flore peut être aussi sollicitée sur un mode beaucoup moins naturaliste, avec, par exemple, le motif des guirlandes en feston, qui est bien sûr d'origine antique, puisqu'il minéralise, il cristallise d'une certaine manière les guirlandes de fleurs et de fruits dont on avait l'habitude d'orner les temples dans l'Antiquité grecque puis romaine, et qui est une stylisation, bien entendu, de ces guirlandes naturelles, qui se caractérise par cette forme en feston, en croissant, puisque chacun de ces festons est retenu par l'intermédiaire, le plus souvent de rubans, à des supports, par exemple ici en forme de patère. Des très beaux exemples ici sur la façade de la bibliothèque Sainte-Geneviève, que vous aurez tous bien sûr reconnus. La faune
a inspiré bien sûr de très nombreux ornements, de très nombreux décors, ici au château de Raret, avec une sorte d'allégorie de la chasse, notamment de la chasse à courre, avec ces chiens ici qui poursuivent un sanglier, me semble-t-il, dans cette scène. Mais le recours à l'ornement zoomorphe est parfois très lié à la fonction même de l'objet, comme c'est le cas ici, puisqu'on a une penture de porte romane qui adopte à l'une de ses extrémités la forme d'un poisson. C'est donc un ornement ichthyomorphe, en forme de poisson. Et ici, un cas encore plus évident d'assimilation entre la forme et la fonction de l'objet, puisque cette descente d'eau de l'hôtel de Lauzun, dont l'une des extrémités adopte la forme d'un dauphin, eh bien, ce type d'extrémité descente d'eau recourbée est appelé dauphin dans ce domaine. Et là, on voit que l'ornement est inspiré par la forme inspire l'ornement, et il y a vraiment synthèse, symbiose entre les deux, entre la forme et la fonction. Les monstres, bien sûr, sont extrêmement nombreux, particulièrement, peut-être plus particulièrement dans le décor de l'architecture médiévale. Donc un être extraordinaire de conformation anormale, qui présente un aspect insolite, qui généralement inspire la terreur, bien que celui-là n'ait pas l'air bien méchant, en tout cas la répulsion, et qui peut être d'origine humaine, d'origine animale, qui peut être aussi une hybridation, et qui, lorsqu'il a une tête humaine, sera appelé androcéphale. Lorsqu'il est pourvu de deux corps, ce qui est le cas ici, est un monstre bicorps, et lorsqu'il a deux têtes, est un monstre bicéphale. Là, c'est vraiment un être qui est issu de l'imagination des artistes. Ces figures de monstres sont innombrables, elles sont d'une variété infinie, tout particulièrement dans la période médiévale. Et en héraldique, on a tenté d'opérer des distinctions entre les monstres, dont je vous passerai le détail, mais que Michel Pastoureau explique très bien dans ses ouvrages, avec des espèces de monstres que l'on retrouve effectivement assez régulièrement sous le ciseau des sculpteurs du Moyen-Âge. Alors ces monstres, ils peuvent être dévorants, comme c'est le cas ici. Ils peuvent aussi... alors, l'aspect dévorant du monstre est ici souligné, bien sûr, par la dentition impressionnante de cet animal. Il peut être vomissant aussi. Par exemple, il peut vomir des guirlandes de fleurs, des éléments en général végétaux. Les engoulants sont des monstres particulièrement impressionnants, notamment dans la charpente des églises du Moyen-Âge. Ici, vous avez deux exemples, celui du haut de l'église du Faoué et celui du bas de l'église Saint-Saturnin à Tours, tous deux datant du XVe siècle, de ces engoulants qui sont des têtes ou des protomes d'animal, en général fantastiques, qui tiennent dans leur gueule l'extrémité d'un élément architectural porteur, et lequel élément est évidemment dit engoulé. Bien sûr, les gargouilles, qui sont nombreuses sur les églises médiévales. La chimère, c'est sans doute le monstre repris de l'Antiquité, de la mythologie, le plus fréquemment représenté. Alors, c'est un terme qui a un double sens, un sens strict, puisque, strictement parlant, stricto sensu, la chimère, c'est un animal à tête de lion qui crache des flammes, qui a un corps de chèvre et une queue de serpent. C'est à peu près le cas ici, sauf que c'est pas tout à fait un corps de chèvre, mais plutôt un corps d'oiseau. Sur cette très belle chimère qui se trouve en décor, en support d'un balcon que vous connaissez à la sortie du métro Saint-Paul dans le Marais.
Et ce terme de chimère, par extension, désigne aussi tout être animal hybride qui ne répondrait pas à une codification liée à la fable ou à la mythologie. Et souvent, ces chimères sont ailées, comme c'est le cas ici. Vous savez que, d'après la mythologie grecque, la chimère a été tuée par Bellérophon monté sur Pégase à l'aide d'une lance. Et le Moyen-Âge, son apparition est extrêmement fréquente, surtout dans les monuments, avec des agencements extrêmement bizarres de parties d'animaux qui sont réalisés selon le plus grand caprice des peintres, des sculpteurs, mais aussi des orfèvres, des graveurs ou des brodeurs. On connaît un regain de cette figure de la chimère à la Renaissance, du fait de ses origines antiques et mythologiques. Et on a d'assez nombreuses architectures qui la reprennent. Elle est ensuite un petit peu abandonnée dans le domaine de l'architecture et revient dans l'art rocaille, puisqu'évidemment, elle se prête à ces courbes et à ces contre-courbes caractéristiques de cet art, comme c'est le cas ici dans cet exemple. Dans le domaine de la figure humaine, le masque, bien sûr, qui est un visage, est très sollicité en clé d'ouverture. Ici, un exemple extrêmement surprenant et presque tétanisant qui se trouve à l'Opéra Comique, sur la façade de l'Opéra Comique, avec ses yeux émaillés qui nous transpercent. Et le masque trouve aussi son origine évidemment dans le théâtre, notamment dans le théâtre grec. Et on en a une très belle illustration, donc cette reprise par Garnier du motif antique sur les parties sommitales de la façade de l'opéra. Et là, évidemment, c'est un décor parlant qui illustre la fonction de l'édifice que nous avons sous les yeux. Ici, un très beau masque vu sous plusieurs angles qui a été réalisé par Rodin pour le soubassement des serres d'Auteuil. Je ne dirai rien sur les serres d'Auteuil, devoir de réserve du fonctionnaire, mais je n'en pense pas moins. Petite incise, et qui montre bien que les plus grands sculpteurs ne rechignent pas à donner des ornements. Alors ces masques peuvent être des masques de divinités mythologiques qui se reconnaissent généralement à leurs attributs, par exemple la couronne de blé de Cérès ou la peau de lion d'Hercule. Ces masques sont évidemment d'une très très grande diversité et on les confond parfois avec les mascarons, qui sont en fait des masques grotesques. Si l'on reprend l'origine... alors, je vois qu'il y a une photo qui manque, mais c'est pas grave, vous me croirez sur parole. Celui-ci, par exemple, est un mascaron, est un masque grotesque, qui, d'ailleurs, associe des éléments repris à d'autres domaines de la nature, par exemple des coquillages, par exemple une évocation aussi du végétal. Et ces mascarons grotesques sont plus particulièrement utilisés au décor d'architecture de plaisance, d'architecture liée au jardin, à l'eau. Un autre type de masque, ici, médiéval, l'amant de gloire, qui est une sorte de masque-feuille, où la distinction entre ce qui relève de l'humain et ce qui relève du végétal est totalement gommée, l'ensemble étant vu dans une totale continuité. La figure humaine apparaît aussi sous la forme d'allégorie.
Alors, nous avons dans l'ouvrage très peu développé cette question des allégories. En tout cas, nous ne sommes pas entrés dans le détail des attributs qui permettent de reconnaître, de faire parler ces allégories. On peut renvoyer au traité de Cesare Ripa, ce n'était pas notre propos. De la même manière que nous nous sommes bien gardés d'entrer dans des considérations héraldiques à partir du moment où elles n'enrichissaient pas directement le vocabulaire lié à l'ornement. Ces allégories, et par exemple ici sur cet arc de triomphe, Porte Saint-Denis, 1672, par François Blondel, ornent les écoinçons de l'arc à la manière de ce qui se faisait bien sûr dans l'Antiquité. Allégorie de la victoire, allégorie de la renommée liée à la gloire de Louis XIV, ici célébrée, qui se reconnaissent aisément à la couronne de laurier que porte l'une et à la trompette dans laquelle souffle l'autre. La figure humaine, dans le domaine de l'architecture, est très utilisée comme support. C'est le cas bien sûr des Atlantes, des Cariatides, mais aussi des Ternes. Vitruve, dans son traité, consacre un chapitre extrêmement riche à cette question des Cariatides, des Atlantes, inventant une origine mythique, mythologique à ces figures récurrentes de l'architecture antique, sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais je vous renvoie à ce traité ou au vocabulaire de l'architecture de Jean-Marie Pérouse de Monclos, qui en propose un très bon résumé. Mais ces figures humaines, en fait, se rapprochent, sont assimilées à celles des ordres d'architecture, sont assimilées à des colonnes dont elles ont bien souvent la nature, dans la mesure où, comme c'est le cas ici dans cette gravure de Jean Goujon, l'Atlante masculin sera plutôt rapproché de l'ordre dorique, qui est considéré par Vitruve comme le plus mâle de tous les ordres, et alors que la cariatide sera plutôt assimilé à l'ordre ionique, qui, toujours si l'on en croit Vitruve, serait plutôt représentatif avec ses volutes de la grâce féminine. Alors, tout cela peut nous paraître un petit peu cliché, bien sûr, aujourd'hui, mais n'a pas été sans jouer un rôle important pendant toute la période classique. Et vous voyez comment ici, ces deux figures humaines rassemblées sur une même gravure par André Félibien donnent un caractère très, très différent, une inflexion différente à une même architecture, une inflexion plus virile d'un côté et plus féminine de l'autre. Alors, l'une des mises en œuvre les plus spectaculaires dans l'architecture française de cette figure de la cariatide, c'est bien entendu le pavillon de l'horloge de Jacques Lemercier, qui, vous le savez, vient relier les deux pavillons neufs de la cour carrée du Louvre, celui de Lescot qui se trouve sur la gauche de ce pavillon, et celui construit par Lemercier lui-même en répétition quasi à l'identique du pavillon de Lescot. Et donc cette idée d'un ordre supplémentaire qui devait se poser au-dessus d'un ordre attique qui avait été dessiné ici, vous le voyez, par Lescot, et donc repris pour assurer la continuité du bâti par Lemercier. Et finalement, il n'existe pas en principe d'ordre qui puisse se superposer à l'ordre attique, qui est par définition celui qui vient clore la superposition des ordres dorique, ionique et corinthien, dans une vision bien sûr académique de la mise en œuvre des ordres. Et donc cette idée extraordinaire de Lemercier de remplacer les colonnes ou les pilastres par ces figures féminines qui, par ailleurs, font écho au décor intérieur du Louvre de Lescot, avec cette tribune que vous connaissez tous, portée par des cariatides de Jean Goujon. Et donc cette répétition du motif qui correspond bien sûr à la répétition du motif du fronton, de cet emboîtement extrêmement surprenant de frontons triangulaires et de frontons cintrés.
Les termes sont sans doute, pour ce qui concerne la figure humaine appliquée à l'architecture, le domaine dans lequel la liberté a le mieux sévi, et particulièrement sous le crayon d'un artiste comme Hugues Sambin, avec son fameux recueil « L'œuvre de la diversité des termes », qui propose à la fois des termes à figure humaine pour l'essentiel, mais des termes aussi qui sont zoomorphes, des termes d'une inventivité extrême, qui sont aussi très symboliques pour certains d'entre eux et peuvent exprimer des passions, des caractères, des métiers, certains arts, comme c'est le cas sur ces différents exemples que je vous propose. Ici, un terme à deux têtes, deux bustes. Vous savez, le terme, c'est en fait une hybridation entre un élément anthropomorphe, c'est-à-dire un buste humain en principe, et un élément architectural qui est cette gaine sur laquelle le buste est posé. Et le terme d'ailleurs n'est pas forcément un support en architecture. Il peut être utilisé pour lui-même comme décor, et en particulier dans l'art des jardins. Vous savez bien sûr que Louis XIV, notamment dans la première version des jardins de Versailles de Le Nôtre, avait souhaité peupler ces jardins d'un très grand nombre de termes sculptés. Ce terme, il vient du terminus, de cette borne qui venait marquer les limites des grands domaines dans l'Antiquité, et qui représentait d'ailleurs souvent la tête de Janus Bifron, qui veillait à la paix et à la sérénité des activités agricoles dans ces domaines. D'où le lien qui est fait souvent entre les termes et les jardins. Ceci est vraiment extraordinaire. On ne sait pas si c'est laid ou si c'est beau, mais c'est d'une inventivité incroyable. On n'ose pas imaginer qu'il soit vraiment sculpté, celui-ci. Alors, dans le domaine de l'art, puisque c'est la deuxième partie, la deuxième grande catégorie qui nous a permis d'organiser la matière, l'écriture est source d'ornement. Alors peut-être un petit peu moins dans le domaine de l'architecture que dans celui des arts décoratifs, mais tout de même, par exemple ici, sur cet immeuble qui se trouve dans le quartier de l'Opéra à Paris, qui est un immeuble orientalisant de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, c'est ici l'écriture koufique qui est évoquée par le dessin, cet entrelac placé au-dessus du chapiteau des colonnes de l'entrée de cet immeuble. La géométrie, bien sûr, est une ressource foisonnante pour le décor, pour l'ornement. Dans l'architecture, elle peut s'exprimer par l'appareil même du bâtiment. C'est le cas ici au manoir d'Angot, avec ces registres de décors polychromes, géométriques, réalisés par l'association de trois matériaux, la brique, la pierre et ce schiste propre à cette région de Normandie. Mais aussi pour des périodes plus récentes, ici sur un immeuble de la rue du Louvre à Paris, cette céramique qui reprend des motifs géométriques totalement atemporels, par exemple le motif des dents de loup que vous voyez sur l'extérieur du décor, bien sûr est un motif repris de l'architecture romane. Sur cette porte d'église, ce motif en S qui vient orner l'arcature est tout à fait illustre bien ce recours à la géométrie. De même qu'ici, j'en reviens toujours à ce Jubé de Saint-Étienne-du-Mont dont je vous présentais en introduction un détail, puisque c'est un extraordinaire répertoire d'ornements, ces entrelacs qui viennent constituer le garde-corps de l'escalier de ce magnifique Jubé.
Ici, il s'agit d'une des portes de la BNP sur les grands boulevards à Paris, avec un décor 1930 de ferronnerie basé sur la figure du cercle et du disque, des cercles tangents associés à des carrés qui viennent former ce décor. Le S est aussi très, très utilisé dans le domaine de la ferronnerie, notamment des rampes, particulièrement au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, mais on l'appelle plus volontiers rouleau dans ce domaine. Ça aussi, c'est une question qui nous a beaucoup occupés avec Laurence de Finance, le fait que selon les matériaux, selon les domaines, un même ornement peut porter des noms différents. Donc on a essayé, autant que faire se pouvait, à chaque fois de proposer de préférence un terme qui nous semblait le plus universel, sans oublier de proposer en termes proches ces différentes déclinaisons, ces différentes terminologies, plus particulièrement liées à certains domaines. Les objets sont source d'ornement. Ici, cette extraordinaire colonne qui est constituée de chaînes en est une illustration assez spectaculaire qui déconstruit totalement cet élément qui est le fût de la colonne, qui est pourtant censé être un élément porteur, et donc qui vient nier en quelque sorte cette fonction de la colonne. Et du coup lui donner une valeur purement ornementale. Autre type d'objet, les médaillons d'orfèvrerie, qui ont été repris avec des proportions parfois gigantesques, comme c'est le cas ici à la colonnade du Louvre de Perrault, avec ces très beaux médaillons en marbre qui créent une polychromie heureuse à l'intérieur de cette énorme succession de colonnes colossales. Le médaillon est un marqueur de l'architecture classique française. Vous savez que ce médaillon est déjà repris de celui que Pierre Lescot proposait sur sa façade, dont nous avons vu tout à l'heure une petite partie. Donc repris ici par Perrault, repris ensuite par Jacques-Ange Gabriel sur les palais de la place de la Concorde. Et donc c'est comme une sorte de fil rouge qui vient relier ces différents éléments pour constituer une histoire de l'architecture française, une sorte d'hérédité entre ces grands architectes que sont Lescot, Perrault et Gabriel. Et en même temps, la volonté, par la reprise de cet ornement, d'un retour, non seulement, puisqu'on est dans la période du néoclassicisme naissant, exactement au milieu du XVIIIe siècle. Gabriel n'est certainement pas le plus novateur des architectes de cette période, si on le compare à Soufflot, mais il a voulu ici revenir, sans doute en réaction à ce que l'on appelait, ce qu'on considérait les excès du décor rocaille, au grand siècle, comme une référence du bon goût de l'architecture française. Alors, il y a aussi les ornements inspirés de l'architecture. Parmi ces ornements inspirés de l'art, c'est-à-dire empruntés à l'architecture ou inspirés de structures architecturales. Par exemple, les caissons, qui reprennent bien entendu des modèles de l'architecture antique, notamment de l'architecture thermale. Ici, vous en avez une très belle variation proposée par Jean du Cerceau à la voûte en berceau de l'entrée de l'hôtel de Sully. Mais ces décors monumentaux peuvent aussi être repris dans le domaine des arts décoratifs. Par exemple, ici, cette tasse, en contraste total avec l'entrée monumentale d'un des plus grands hôtels particuliers du XVIIe siècle, qui reprend ce motif du caisson d'architecture. Le décor architectural, qui est un décor basé sur l'emploi d'ornements architecturaux qui sont généralement miniaturisés, qui est
constituée d'architecture ou de représentation d'architecture de bâtiments ou de parties de bâtiments, est aussi extrêmement sollicitée dans les arts décoratifs. Par exemple, ici, cette extraordinaire théière néogothique qui côtoie avec une pendule à peu près de la même époque, et vous le voyez, qui reprend tout un vocabulaire architectural inspiré de l'Antiquité, bien sûr les créneaux d'un côté, les gables, les clochetons pour l'horloge, qui sont des sortes d'architecture en miniature, mais d'autres types d'objets peuvent recevoir ces décors architecturaux, notamment dans le papier peint, mais aussi dans le textile. Et bien sûr l'orfèvrerie, particulièrement au Moyen-Âge, si on pense aux décors de très nombreuses chasses. Alors, si l'on en croit Vitruve, le principal ornement de l'architecture, ce sont les ordres. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à penser que les ordres relèvent de la structure. En tout cas, si on en croit le père Laugier, qui, comme vous le savez, a réagi dans la première moitié du XVIIIe siècle à un usage supposé inexact des ordres, c'est-à-dire un usage purement décoratif et ornemental des ordres, pour prôner un retour à l'ordre porteur, à la colonne porteuse. Les ordres feraient plutôt partie de la structure. Mais en réalité, on sait bien que leur fonction est essentiellement ornementale et décorative. Alors, point de besoin, bien sûr, d'attendre la période, la Renaissance et le XVIIe siècle pour voir ces ordres très largement utilisés. Vous savez bien que l'architecture du Moyen-Âge en est remplie, particulièrement ici dans l'architecture des cloîtres, avec ces très belles colonnes jumelées en profondeur, que l'on pourrait comparer aux colonnes jumelées frontalement de la colonnade du Louvre de Perrault dans de toute autre proportion. Et là, vraiment, on a à la fois une colonne qui est bien porteuse, qui remplit bien son rôle structurel, mais qui en même temps a une valeur ornementale essentielle, puisque c'est cet ordre composite le plus riche, le plus royal, adapté bien sûr au grand frontispice de Palais Royal que forme cette entrée de Perrault, cette grande colonnade, est tout à fait adapté symboliquement et représentatif de la grandeur prêtée aux souverains français. Même si, vous le savez, cette colonnade n'a vraiment été mise en valeur que très tardivement, les fossés n'ayant été creusés qu'au siècle dernier, et le dégagement de cette façade n'étant réalisé qu'à la toute fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Le dessin de ces ordres d'architecture a beaucoup occupé les traités d'architecture. Vous connaissez ces planches qui représentent sur un même dessin les principaux ordres, depuis le plus simple, l'ordre toscan sur la gauche, jusqu'au plus complexe, le plus riche, l'ordre composite. Et les traités proposent des règles de proportion de ces ordres que personne, bien sûr, n'a jamais respectées et n'a jamais appliquées, mais qui sont censés donner les critères qui permettent de les utiliser correctement. À partir de l'examen de modèles antiques qui sont tous contradictoires, puisque de périodes différentes et appliqués à des bâtiments aux fonctions extrêmement différentes, mais j'ai toujours été très surpris de voir comment les architectes théoriciens de la Renaissance et du XVIIe siècle ont pu passer un temps extraordinaire à réfléchir, à essayer de trouver la formule magique qui permette de proposer les bonnes proportions pour ces ordres, en les rapprochant parfois d'ailleurs de la figure humaine, avec les pieds qui seraient la base de la colonne avec le piédestal, et le corps, le fût, et la tête, le chapiteau. Bien sûr,
Tout cela est purement théorique, mais a nourri l'imaginaire, en tout cas, des architectes et des artistes. Ici, une planche de Ducerceau qui illustre bien cette volonté de donner des modules qui permettent de donner les proportions correctes à ces différents ordres. Une autre planche de Perrault, plus particulièrement proposant un détail sur la partie inférieure de la colonne et la partie supérieure avec le chapiteau et l'entablement. Puis ce très belle gravure du traité de Philibert Delorme pour l'ordre composite. Alors certains de ces dessins sont directement inspirés de modèles antiques, c'est le cas pour Philibert Delorme qui a séjourné à Rome. D'autres sont de l'invention des architectes théoriciens. Alors ces ordres, ils peuvent être utilisés bien sûr sous la forme de pilastres, qui eux n'ont aucune fonction structurelle et sont des figures purement ornementales, notamment en superposition, chaque ordre venant caractériser un niveau d'élévation, c'est le cas ici à la petite galerie du Louvre, d'autant que les aléas des temps ont fait que cette galerie construite à la Renaissance ayant brûlé au XVIIe siècle, le premier niveau est du XVIe et le deuxième niveau du siècle suivant. Donc ces ordres superposés sont extrêmement sollicités dans l'architecture, aussi bien en façade que pour les décors intérieurs. Et cette approche purement ornementale des ordres se manifeste aussi par toutes les variantes auxquelles ils peuvent se prêter, notamment les pilastres. Ici, vous avez, dans la salle d'un grand hôtel du XIXe siècle, un pilastre plié qui vient occuper un angle d'une pièce et qu'il faut opposer au pilastre cornier qui, lui, viendra plutôt orner un angle saillant d'une architecture. Les ordres sont utilisés aussi dans les arts décoratifs, notamment dans le mobilier, particulièrement à la Renaissance. Ici, vous avez un très bel exemple d'ordre de colonnes jumelées, qui sont d'ailleurs des colonnes balustres, à balustres opposés, puisque vous voyez que le fût de ces colonnes est formé de balustres opposés, superposés. Et ces colonnes peuvent être elles-mêmes supports d'ornement, supports de décor, des ornements de surface comme le bossage, c'est le cas ici, avec par exemple pour le fût de la colonne centrale, un bossage 1/2, un tambour de la colonne laissé lisse, celui qui vient se poser par-dessus étant rustiqué, ou que l'on appelle aussi des colonnes baguées, puisque lorsque ces assises sont de dimension assez réduite, elles évoquent une bague. Et vous savez que Philibert Delorme en avait fait le principal motif de la façade du château des Tuileries qu'il construisit pour Catherine de Médicis. Ces décors de colonnes, bien sûr, sont souvent repris des habitudes antiques et notamment des cannelures qui viennent fréquemment accrocher l'ombre et la lumière sur les fûts, mais ces cannelures peuvent aussi être torsadées. Ici, vous avez des cannelures torses sur la colonne de gauche qui donnent un mouvement, impriment un mouvement de rotation à ce fût. La structure même de l'ordre, et notamment du fût, peut se mettre en mouvement. C'est le cas dans les colonnes torsadées. Ici, un relevé des célèbres colonnes conçues par le Bernin pour le baldaquin de Saint-Pierre de Rome. La colonne peut être rapprochée aussi de la nature et finalement de son origine, puisque de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un poteau qui vient soutenir une structure, et on
on a tous en tête la gravure illustrative de la cabane primitive de Laugier, qui fait justement ce rapprochement que d'autres architectes avaient fait, bien sûr, avant lui. Et ici, Philibert Delorme l'exprime avec toute la verve rabelaisienne dont il est coutumier, en donnant forme d'arbre à sa colonne, avec ce tronc écoté dont jaillissent quelques feuillages. Et puis la colonne, elle peut être utilisée par elle-même, pour elle-même, comme un objet souvent d'ailleurs commémoratif, votif. C'est la colonne monumentale. Et cette colonne monumentale, elle peut être en pierre et orner le centre d'une place, comme c'est le cas à la place de la Bastille, par exemple, où elle est sommée d'un génie, mais elle peut être aussi reprise dans les arts décoratifs. Ici, vous avez un exemple avec ce papier peint du XIXe siècle qui représente une colonne commémorative. Ces colonnes se déclinent en de très nombreux types dont nous avons essayé de donner à peu près l'exhaustivité, mais le temps nous est compté, donc je ne pense pas que je pourrais le faire ici, mais elles sont évidemment extrêmement nombreuses. Alors l'ordre d'architecture, il donne, comme je le disais tout à l'heure, un caractère au bâtiment. Et les portes, les célèbres dessins de portes de Sebastiano Serlio en attestent. Ici, la porte ionique, avec son entablement à frise bombée, qui est une interprétation, une extrapolation du caractère de l'ordre ionique à l'ensemble de la structure de cette édicule. Alors bien sûr, l'ordre dorique a un caractère particulièrement fort. Un des plus beaux exemples à Paris est celui du Palais du Luxembourg de Salomon de Brosse, construit à partir de 1612, où vous voyez que Salomon de Brosse utilise le bossage d'une manière extensive, avec de grandes subtilités et de grandes variantes entre les différents niveaux d'élévation et le dessin qu'il donne à chacun de ces bossages. Et c'est particulièrement spectaculaire lorsque ce bossage vient s'appliquer à l'ordre dorique, comme c'est le cas ici sur l'élévation du pavillon d'entrée, avec donc ce bossage 1 sur 2 qui vient renforcer la masse des fûts des colonnes, et bien sûr les ornements caractéristiques de l'ordre dorique et dans son entablement, avec les métopes et les triglyphes. Les métopes ornées de bucranes, ces têtes de bœufs desséchées, qui sont reprises, elles aussi, des offrandes qui étaient faites dans les temples antiques en Grèce. Et là encore, comme avec les festons, on a une sorte de minéralisation, de pérennisation d'un décor éphémère qui rappelle l'antique. Et l'utilisation des métopes et des triglyphes se fait aussi d'une manière extrêmement soignée, dans la mesure où on essaie de maintenir le rythme entre les métopes et les triglyphes, ce qui n'est pas toujours aisé compte tenu des décrochements que Salomon de Brosse imprime à son architecture. Et il y a pour chaque architecte pratiquement une sorte de signature. Chacun a une manière différente de traiter, par exemple, la question des angles. Vous voyez ici comment Salomon de Brosse a ici souligné les saillies de ce pavillon par le dédoublement des triglyphes. Et il y a là, évidemment, une volonté qui tient aussi à la commande, puisqu'on sait que Marie de Médicis, qui avait été dans sa jeunesse était élevée au Palais Farnèse, souhaitait retrouver des bossages. Et d'ailleurs, c'était la principale recommandation qu'elle avait faite à Salomon de Brosse, sauf que l'architecte français en a donné une interprétation qui n'a pas grand-chose d'italien, mais qui est une sorte d'appropriation
par l'architecture française du motif du bossage, qui ensuite va influer très fortement ses successeurs et dans une filiation qui va de Salomon-de-Brosse jusqu'au XIXe siècle. Ici, un détail qui permet d'apprécier la finesse de la mise en œuvre de cette alternance des métopes et des triglyphes. Et on voit aussi comment Salomon-de-Brosse veut citer les modèles antiques qu'il s'approprie complètement et qu'il réinvente, bien sûr, mais on voit bien que sa culture architecturale est nourrie de l'antique, avec par exemple ce détail des guirlandes qui viennent pendre des cornes des bucranes, et ça c'est tout à fait repris de grands monuments de l'Antiquité romaine. Aussi le très beau dessin des gouttes triangulaires à l'aplomb des triglyphes, et bien sûr l'ensemble, la perfection des modénatures de cet entablement. Cette alternance de métopes et de triglyphes est interprétée d'une manière très différente à un siècle de distance, mais à 500 mètres à peine de distance, par Paire et de Voilly sur le théâtre de l'Odéon, ancien théâtre de la Comédie Française, dont finalement les élévations latérales, qui sont pourtant dépourvues d'ordre d'architecture, sont tout de même caractérisées par un entablement à métopes et triglyphes qui les relie au grand portique de l'entrée. Et le surdimensionnement de cette frise dorique, qui forme le principal ornement avec le bossage de ces façades, par ailleurs d'une grande sobriété, les façades latérales du théâtre de l'Odéon, ont un impact visuel et ornemental extrêmement fort. Et bien sûr souligné encore une fois par la maîtrise des modénatures, renforcée par ce très beau dessin des denticules. Alors ici, des disques viennent se substituer aux bucranes et rappellent le motif des patères, qui sont ces coupes circulaires de l'Antiquité qui servaient aussi dans les temples à présenter les offrandes. Donc c'est une déclinaison du motif des patères, simplifiée sous la forme de disques. Et là, on est bien dans cette esthétique néoclassique de simplification, de géométrisation des formes architecturales classiques. C'est une sorte de relecture de l'ordre dorique classique que nous proposent ici les deux architectes. Et aussi, caractéristique de cette époque, me semble-t-il, qui finalement n'invente pas un nouveau vocabulaire, simplement l'utilise d'une manière différente et qui vise à surprendre, à proposer de nouveaux effets et de nouvelles sensations, puisque c'est l'époque où les sens sont mis sur le devant, c'est de leur donner des dimensions nouvelles. Ici, une autre vue de cette façade, avec, vous le voyez, des métopes dans lesquelles viennent s'inscrire des ouvertures à l'intérieur de l'entablement, selon un procédé que les architectes romains de la Renaissance utilisaient déjà, en particulier Bramante au Palais Caprini. Admirez au passage, j'en reparlerai à la suite, la beauté du bossage, et encore une fois, le clin d'œil voulu, bien sûr, que fait l'architecte du XVIIIe siècle à son prédécesseur du XVIIe siècle de l'autre côté de la rue, puisque ce bossage lisse en table continu, qui marque simplement d'un trait appuyé les horizontales des joints de l'appareillage, enfin en tout cas de ce qui est supposé être l'appareillage, et tout à fait dans la tradition française qui part de Salomon-de-Brosse et qui passe par Jules Hardouin-Mansart avec la version qu'il en donne dans le soubassement des élévations, notamment de ses places royales, et repris ici par Paire et de Voilly, mais complètement réinterprété.
Ces triglyphes peuvent aussi prendre différentes formes, se transformer en éléments de support, comme ici ces modillons, non loin d'ailleurs du précédent monument. Il s'agit de l'un des très beaux immeubles néoclassiques de la rue de Tournon, qui viennent supporter la corniche de cet immeuble. Ou encore, ici, des diglyphes, avec simplement deux courtes cannelures, qui forment console de ce garde-corps d'immeuble, du même immeuble. Bien sûr, les moulures, dans le domaine de l'architecture, sont des éléments essentiels du décor et sont des ornements, à proprement parler. Qu'il s'agisse de moulures en saillie ou de moulures en creux. Et toute la question des modes de nature, vous le savez, a beaucoup occupé les théoriciens de l'architecture et les praticiens pendant de nombreux siècles. Donc nous avons proposé une définition de la moulure qui est assez inspirée de celle que donne Jean-Marie Pérouse de Monclos dans son vocabulaire de l'architecture, mais qui s'en distingue tout de même un peu et qui replace plus le sujet du côté de l'ornement que du côté de la structure architecturale. Et d'ailleurs, il est amusant de constater que ce vocabulaire qui est paru en 1972, si je ne m'abuse, annonce la publication prochaine d'un vocabulaire de l'ornement. Donc vous voyez que les choses finissent par arriver tout de même. Et les traités, par exemple ici celui de Davillers, propose différentes planches de profil, de moulures, et des décors qui viennent s'y adapter. Par exemple, le tore, cette moulure de profil circulaire, est directement à l'origine d'un des ornements les plus utilisés dans l'architecture, qui est l'œuvre que vous avez ici. Vous voyez que ces œuvres, qui généralement alternent avec des dards, selon des modèles repris de l'Antiquité, sont sculptées à l'intérieur de ce type de moulure. Donc il y a souvent un certain profil de moulure appelle un certain type d'ornement. Les moulures en creux, par exemple, vont plutôt être propices au déploiement de raies de cœur, comme vous le voyez ici. Alors les ornements de surface, parmi les ornements de surface, sans doute le plus important est le bossage, qui fait l'objet aussi de planches dans les traités de la période classique et qui sont d'une variété absolument infinie, bossage piqueté, bossage vermiculé, que vous voyez ici, qui est à l'imitation des creux, des sillons que des vers peuvent produire lorsqu'ils s'attaquent à un objet en bois. Et certains d'ailleurs de ces motifs de bossage vont devenir caractéristiques ou évocateurs d'un certain type d'architecture. Je m'explique, le bossage vermiculé est utilisé par Pierre Lescot dans son nouveau Louvre et va rester une constante pour les différents architectes qui vont intervenir jusqu'au XIXe siècle. Et y compris d'ailleurs déjà Philibert Delorme qui en reprend le parti au Palais des Tuileries. Donc ce bossage vermiculé va devenir en quelque sorte la marque de fabrique du Louvre et des Tuileries et est présent en permanence et peut-être en surabondance sous l'Empire, mais crée une sorte de lien entre les différents architectes et les différents éléments constitutifs de cet énorme palais construit sur 4 siècles. Alors, le bossage peut jouer à la fois sur le dessin des... Alors, il est toujours, presque toujours, une mise en valeur de l'appareillage, fût-il artificiel.
Et il peut consister en un approfondissement des joints entre les pierres, ou en une sorte de jeu sur les bords des pierres de taille qui constituent l'appareil, par exemple sous la forme de chanfrein. Vous en voyez ici quelques modèles. Ce peut être aussi la pierre elle-même qui fait saillie, comme par exemple pour ce très beau bossage diamanté. Et puis, ce peut être un simple effet de surface sur la pierre, un piquetage, un vermiculage, et la surface peut être aussi animée d'éléments de sculpture en forme d'étoiles. Toute l'inventivité est possible dans ce type de décor qui vient animer l'épiderme de l'architecture, et parfois sur des surfaces extrêmement importantes, et qui contribue beaucoup au caractère de ces bâtiments. On le voit bien ici, on en revient au livre de Serlio avec cette série des portes. Si vous la comparez mentalement à celle de l'ordre ionique, on voit bien ici que le bossage vient renforcer l'aspect viril de l'ordre toscan, sa simplicité, et en particulier par le fait que le bossage n'est pas interrompu par la présence de l'ordre, mais vient brocher, en tout cas une fois sur deux ou trois, sur le fût de la colonne, formant un lien visuel, plastique fort entre le mur et l'ordre d'architecture. Là, on voit concentré sur l'entrée de l'édifice, finalement, l'essentiel du décor. C'est un dessin qui est très proche de ce que Serlio réalisera pour le portail de l'hôtel du Grand Ferrat, que vous connaissez, face au palais de Fontainebleau, pour le cardinal Hippolyte d'Este. Vous avez à la fois le fronton, qui est un élément ornemental très fort et très fréquent sur les grandes entrées, sur les entrées des grandes demeures, qu'il s'agisse de palais ou d'hôtels particuliers, dont le tympan peut accueillir aisément les armes du propriétaire et donc exprimer sur la rue la qualité de l'occupant. Les ordres d'architecture, ici en l'occurrence un ordre de colonnes toscanes qui forme édicule avec un entablement, et puis le bossage. Donc là, les trois éléments sont ici réunis pour un motif extrêmement riche qui célèbre la puissance du propriétaire. Vous remarquez que non seulement les pierres de bossage viennent brocher sur les fûts des colonnes, mais aussi sur l'entablement qu'il masque dans sa partie centrale. Une sorte de débordement ici du motif qui est intéressant à souligner. Et puis en contraste, ici, un bossage beaucoup plus sage, qui est un bossage lisse, qui se contente finalement de recreuser les joints verticaux et horizontaux et d'isoler en quelque sorte les pierres constitutives de l'appareillage, qui a été plus particulièrement utilisé dans la période néoclassique et aussi au XIXe siècle. Ici, c'est le cas pour cette façade de l'église de la rue de Tournon, dont le nom m'échappe à l'instant, mais que vous avez sûrement reconnu, avec un grand portique néoclassique qui doit dater des années 1830. Ça me reviendra. Voilà. Je vous remercie.